Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Alsace pour ce débat consacré aux législatives. Une émission préparée en collaboration avec France Bleu Alsace. Maud Chaya, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on s'intéresse à la 4e circonscription du Bas-Rhin, l'Ouest strasbourgeois. Une circonscription à la fois rurale et périurbaine. C'est la 2e couronne de Strasbourg, d'Oswald à Trüchtersheim. Et avec nous sur ce plateau, 5 candidates et candidats. Martine Vonner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la députée sortante, vous avez changé de parti depuis l'élection de 2017. Avec nous également ce soir, Éric Amiet, bonsoir. Bonsoir. Candidat Les Républicains et actuel maire de Wolfisheim. Bénédicte Matz, bonsoir, vous êtes la candidate d'Unserland. Godenhoven. Iman Lameur, candidate La France Insoumise sous la bannière NUP. Bonsoir. Et enfin, Françoise Buffet, bonsoir. Vous êtes de Renaissance, le parti de la majorité présidentielle. Sont aussi candidats dans la circonscription par ordre alphabétique Virginie Beck, Clément Baird, Mehdi Benlal, Jean-Claude Chirolet, Virginie Joron du Rassemblement national, qui est en déplacement à l'étranger et qui n'a pas souhaité être représentée dans ce débat par sa suppléante, Marina Lafay et Alain North. Alors Martine Vonner, vous avez été élue en 2017, je le disais, sous l'étiquette LREM. Vous en avez été exclue. Vous vous êtes illustrée par vos prises de position très controversées durant la crise sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes une femme seule, presque une femme seule contre tous ? Absolument pas. Non, je suis la présidente du parti que j'ai créé en septembre 2021, Ensemble pour les libertés. Il y a déjà quasiment 5000 adhérents dans ce parti. Et en alliance avec d'autres petits partis, nous présentons pour ces législatives, France entière, plus de 200 candidats. Donc je ne suis pas seule. L'objectif est de pouvoir apporter un peu de contradiction et quelques contre-pouvoirs au sein même de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, comme les 5 années qui viennent de s'écouler, il va y avoir un espèce de rouleau compresseur de la majorité et il me semble que les citoyens sont dans une toute autre attente. Malheureusement, on a pu constater que les débats ne sont plus possibles au sein même de l'Assemblée nationale et il faut absolument que cette majorité écrasante est un contre-pouvoir. Martine Vonner, on jette un œil aux résultats de 2017. Les électeurs ont voté pour vous, la grande vague macroniste, plus de 55% des voix il y a 5 ans. Pourquoi est-ce qu'ils revoteraient pour vous? Votre candidature n'incarne pas du tout celle d'il y a 5 ans. Cette candidature, au contraire, incarne aujourd'hui l'attente des citoyens, y compris, bien sûr, ceux de la 4e circonscription. Je suis en campagne depuis fin février. J'ai déjà fait plus de 14 réunions publiques et je suis sur le terrain en permanence. Et les citoyens que je rencontre sont, au contraire, dans une attente d'une toute autre politique. Et cette fois, vous comptez sur qui? Sur les électeurs macronistes ou alors sur les complotistes, les antivax dont vous êtes devenu la figure de proue? Ne donnez surtout pas d'étiquette aux citoyens. Je pense que les citoyens n'ont plus que assez qu'on les cantonne, qu'on les stigmatise, qu'on essaye, de la même façon que les médias l'ont fait depuis trop de temps, ont tenté de me cornériser. En fait, je n'ai qu'une seule bannière, c'est celle de la transparence, de la vérité, du respect des valeurs centristes, humanistes. Ce que j'ai fait pendant ces 5 ans, la défense au quotidien des intérêts des citoyens, en dépit, on va dire, de la pression politique. Aujourd'hui, malheureusement, on le sait, les candidats qui vont partir avec la bannière du parti présidentiel sont obligés de signer une charte ils acceptent de voter exactement ce qu'on leur demande de voter, ils acceptent de se plier aux ordres de ce groupe présidentiel. Et je le dénonce plus que jamais parce que le rôle du député, c'est d'évaluer et de contrôler l'action du gouvernement. On va entendre les autres, Martine Vonner. Françoise Buffet, justement, vous êtes la candidate qui a repris le flambeau de la majorité présidentielle. Les électeurs macronistes ont pu être déconcertés quand même par cette prise de position de la députée sortante Martine Vonner. Est-ce que ça peut vous porter préjudice ? Je pense que les idées de Martine Vonner et qu'elle a défendues surtout sur la grande crise du Covid ont fait largement le tour de la circonscription et nous n'entendons probablement pas les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a un... Qu'est-ce que vous entendez ?
Eh bien que justement, elle a été élue sur l'étiquette Macron et qu'elle n'a pas défendu, elle est finalement sortie de son rôle, elle n'a pas été loyale face, en effet, à... Est-ce que M. Macron a été loyal vis-à-vis des Français ? Je vous pose la question. Moi, je répète simplement ce qu'on me dit sur le terrain. On a voté pour quelqu'un qui représentait M. Macron, qui représentait et qui était censé voter pour le programme pour lequel nous avons voté pour M. Macron. Et à partir de là, à un moment donné, il y a une dérive. Aucune dérive. La dérive vient du gouvernement. Je me permets de vous interrompre. J'ai été très fidèle au programme d'Emmanuel Macron, mais très très vite, dès 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes. On a vu à quel point ce président a été méprisant et maltraitant vis-à-vis des Français. Donc oui, je me suis démarquée du gouvernement, mais je ne me suis pas démarquée d'un programme équilibré auquel j'avais cru en 2017 et que j'avais eu beaucoup de fierté à défendre. Alors, puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron, on va revoir justement les résultats du premier tour de la présidentielle dans cette circonscription. C'est donc Emmanuel Macron qui était arrivé largement en tête avec plus de 35%. Vous découvrez les autres résultats. On regarde tout en bas, Valérie Pécresse, 4,8%. Éric Amiette, vous êtes le candidat des Républicains dans cette circonscription qui était historiquement ancrée à droite. Qu'est-ce que vous pouvez faire cette fois-ci alors que Valérie Pécresse n'a même pas atteint les 5% dans cette circonscription? Oui, mais monsieur, moi je ne suis pas Valérie Pécresse, je suis Éric Amiet, je suis maire de Wolfisheim, je suis conseiller métropolitain depuis 2001, je me défends pour mes idées, les idées de la droite et du centre, je ne représente personne, je suis un homme libre et ce que je souhaite faire si je suis élu... C'est une difficulté. C'est une difficulté. Mais n'oubliez pas que les Républicains ont également gagné les élections précédentes, que ce soit les régionales, les municipales, les départementales auparavant. Moi, je m'inscris dans les valeurs de cette circonscription, dans l'ADN de cette circonscription. Et ce que je veux faire, parce que personne ne l'a fait ces dernières années, Madame Bonner a été très absente du terrain. Je ne peux pas vous laisser Madame dire Bonner, ça. vous avez été Madame très absente. Bonner, vous n'êtes jamais venu dans nos mairies, vous n'avez jamais proposé des réunions publiques. Alors, si vous mentez, je ne mens pas, madame. Je ne mens pas. Demandez les communes d'Egbolsheim, demandez la commune de Wiversheim. Madame Buffet a les mêmes échos que moi. La commune d'Egbolsheim, alors, soyez sur le terrain. J'ai remis des trophées, j'ai été vous êtes sur les plateaux de télé et vous haranguez la foule pour aller envahir les permanences parlementaires des gens qui ne pensent pas comme vous. Arrêtez, s'il vous plaît, de défendre. Si vous commencez déjà... Vous dites que mais vous êtes le madame, vous n'avez pas de courtoisie. J'étais en train de parler, vous m'interrompez. Vous avez un peu d'avance. Vous m'interrompez. J'ai un petit peu d'avance, mais je ne peux pas vous laisser dire que je n'étais pas aux côtés et des moi je élus dis que vous avez été absente du terrain sur cette circonscription. 4 jours par semaine. Personne ne vous a vu en tout cas. Ah, bah, écoutez, aucune des communes ne vous a vu. Tout le monde reconnaît tellement ma vue. Je suis dans je ferai tout à l'heure le bilan de mes actions. D'ailleurs, pendant mes réunions de campagne, mes réunions ne durent pas un quart d'heure comme celle d'Éric, mais elles durent 3 heures parce que mon bilan est tellement riche, il y a tellement de questions que j'ai... Alors sur le bilan, justement, Éric Amiette, vous avez accusé Martine Vonnière de trahison, vous l'avez qualifié d'erreur de casting, pourquoi ? Parce que je suis d'accord partiellement avec Madame Buffet. Quand on rentre dans un parti, on soutient ce parti, on reste fidèle aux valeurs de ce parti. Madame Bonner a défendu... De cette majorité Madame, mais je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. Moi, je ne suis pas... Écoutez, vis-à-vis des concitoyens. Non, mais quelles attendez, sont ces valeurs les valeurs humanistes que je défends. Je n'ai pas à défendre cette majorité. Je ne suis pas... Il faut demander Madame Buffet. Ceci dit, vous avez été élu... Vous avez été élu. Vous essayez de vous démarquer de la majorité, mais vous n'y arrivez pas. Mais vous êtes une dictatrice, madame. Vous êtes une dictatrice. Vous ne permettez pas aux autres de vous exprimer. Vous n'arrêtez pas de parler. Vous me demandez quelles sont les valeurs du parti auquel vous avez adhéré. C'est quand même triste de ne pas savoir en 2017 sur quelles valeurs vous avez adhéré. Mais je les ai défendues. Et quelles sont les valeurs qui ont été trahies. Il y a 2 candidates qui n'ont pas encore eu la parole. Iman Lameur, vous êtes la candidate de la France insoumise sous la bannière NUP, candidate dans l'une des circonscriptions strasbourgeoises qui a le moins voté Jean-Luc Mélenchon. Alors, comment est-ce que vous pensez pouvoir changer la donne en si peu de temps ? Eh bien, nous pensons pouvoir changer la donne, car, alors effectivement, moi je suis insoumise de la première heure, mais je me réjouis grandement, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, enfin même...
si vous voulez, comme tous les... En fait, si vous voulez, cette coalition est pour nous tous une bonne nouvelle, même pour ceux qui ne l'auraient pas trop vu d'un bon œil au début, car effectivement, nous pensons que nous devons parler maintenant d'une seule voix, à gauche, car il y a déjà un devoir de poursuivre le fil de la continuité de la présence de la gauche dans le cours de l'histoire, mais également aussi, nous sommes tombés d'accord sur des propositions d'urgence sociale et écologique, et 650... Mais ça, c'est du fond sur le plan national, mais sur cette circonscription, c'est quand même pas une terre très ancrée à gauche. Bien sûr, évidemment. Et par rapport à ça, justement, j'allais venir sur le fait que la coalition permet de montrer effectivement que nous ne sommes pas, si vous voulez... Nous ne sommes pas une fusion informe de sbires de Mélenchon, de personnes qui seraient toujours écolos, mais qui seraient, si vous voulez, sous le joug de Mélenchon. Nous sommes maintenant quand même la campagne, c'est Mélenchon au Premier ministre. Parce que c'est celui qui s'est détaché à gauche durant les présidentielles avec 22%. Et donc, il paraissait tout à fait légitime et naturel que ce soit lui que nous portions pour Premier ministre, étant donné que je vous rappelle, madame, que pendant des années, il a proposé des alliances et des coalitions. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et par rapport aux considérations locales, nous pensons effectivement que maintenant que nous avons fait une coalition entre différentes tendances de gauche, nous pouvons réunir le plus grand nombre, encore plus, car effectivement... nous n'avons pas fusionné, nous gardons nos identités partisanes respectives, mais les 650 propositions que nous portons sont le programme commun et nous garderons bien évidemment un débat entre nous avec une organisation interpartisane qui sera mise en place à l'Assemblée, car effectivement, nous n'arrêtons pas de dire que nous voulons plus de démocratie dans différents secteurs de la vie quotidienne des Français et nous appliquerons cela à nous-mêmes. Bénédicte Macht, on n'a pas encore entendu, vous êtes la candidate d'Unserland, votre parti fait campagne sur la sortie de l'Alsace du Grand Est. Est-ce que ça suffit pour un programme de législative ? Unserland avait fait 4,3% en premier tour en 2017 dans cette circonscription. Qu'est-ce que vous avez à défendre dans cette campagne qui est quand même une campagne nationale d'abord ? Oui, alors je veux défendre le besoin d'Alsace, des Alsaciens et des Alsaciennes, un besoin au niveau linguistique et culturel, mais aussi un besoin au niveau économique et surtout un besoin au niveau politique par la sortie du Grand Est. Alors ce n'est pas revenir vers l'Alsace d'avant, mais c'est au contraire avancer vers une décentralisation, demander une collectivité à statut particulier, parce que quand les politiques publiques, quand les politiques, oui, mais pour l'instant la CEA est une coquille vide. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une collectivité à statut particulier, parce que quand les politiques publiques sont prises au plus près, quand les décisions sont prises au plus près des réalités territoriales, c'est là qu'elles sont les plus efficaces et les plus. Mais 4% en 2017, comment vous espérez faire plus ? Bien sûr qu'on fera plus. Il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas plus. C'était des régionales. Je m'étais présentée... législatives, pardon. Mais parce donc ça ne recueille pas l'adhésion formidable de toute la population. Oui, mais c'était déjà ce que vous proposiez il y a 5 ans. Oui, mais là, on a un programme politique qui est la sortie de l'Alsace du Grand Est, mais créer une collectivité à statut particulier, comme par exemple pour les Corses. Parce que quand les décisions politiques sont prises au plus près des réalités territoriales, c'est là qu'elles sont plus efficaces et plus démocratiques. Nous voulons faire de l'Alsace le laboratoire de la décentralisation réussie. Alors, c'est exactement la proposition que fait Frédéric Bierry, avec sa consultation numérique qu'il avait faite au mois de janvier. Je suis entièrement d'accord avec vous, madame. Je suis exactement sur la même longueur d'onde. Ma suppléante Catherine Greff, vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace, pense exactement la même chose. Il faut qu'on consulte et qu'on continue à consulter et que les négociations s'ouvrent avec l'État pour arriver à la solution qu'on souhaite tous les deux. L'ensemble des parlementaires actuels se sont positionnés, je crois, sur la sortie du Grand Est, ou non. En tout cas, en ce qui me concerne, je me suis positionnée. Ça fait depuis plusieurs mois que c'est tout à fait évident. Je me suis donné... quand j'avais été élue en 2017, on me questionnait à savoir s'il fallait défendre ou non cette grande région. Et moi, j'avais très raisonnablement dit qu'il fallait surtout donner à la grande région la chance de pouvoir nous démontrer son utilité, son intérêt. Bien sûr, la région du Grand Est. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup plus de désavantages dans la réalité des citoyens. Donc, j'ai, je pense, été une des premières à signer cette pétition lancée par Frédéric Bierry pour la sortie, en effet, de l'Alsace du Grand Est. Françoise Buffet, quelle est la position du parti présidentiel sur ce sujet ? On n'a pas très bien compris. Pas très clair. Madame Matz parle de besoin d'Alsace. C'est vrai qu'en partie, en créant la collectivité européenne d'Alsace, on retrouve le mot Alsace.
C'est un grand pas. Elle n'a que 15 mois d'existence, cette collectivité européenne d'Alsace. Il y a eu en effet vraiment des mouvements relayés par Frédéric Berry, aussi par Brigitte Klinkert. Mais c'est Emmanuel Macron qui l'a à un moment donné permis, cette collectivité européenne d'Alsace. Elle est récente. Vous parlez de coquilles vides. C'est vrai que les compétences sont à discuter. De quoi doit s'occuper cette collectivité? Est-ce qu'on pourrait imaginer que la collectivité européenne d'Alsace récupère de nouvelles compétences? Ça, c'est quelque chose que votre parti Alors, Emmanuel Macron l'a dit, sur ce sujet, comme sur la possible sortie du Grand Est, la réflexion est possible, bien sûr que oui. C'est aux habitants de se déterminer. C'est aux habitants de se déterminer. On parle d'Emmanuel Macron en permanence. Oui. Moi, je suis pour plus de proximité et pour plus de décentralisation. Laissons le peuple alsacien décider. Monsieur Castex tergiverse sur les jours fériés supprimés, dont on ne sait pas s'ils sont indemnisés, pas indemnisés. Maintenant, on dit que les jours fériés sont supprimés. Suppression du droit local. On grignote le droit local. On grignote le droit local en permanence. Je suis en accord avec Éric complètement. En réalité, la majorité actuelle est une majorité verticale, centralisatrice et technocratique. Et moi, je ne crois pas une seule seconde en la volonté réelle de la majorité de Madame Buffet d'avancer sur ce sujet. Et c'est vrai que les élus locaux souffrent dans leur quotidien. Il y a eu cette loi 3DS qui devait simplifier la vie des élus locaux. Et une fois de plus, ce n'a été que de la communication, ce n'a été que du bluff. Une fois de plus, ce gouvernement a menti. Et cette différenciation n'est jamais permise, n'est jamais autorisée. Donc les vœux pieux du gouvernement de dire on va laisser faire, on va donner une autonomie aux régions pour décider pour elles-mêmes, ceci est totalement faux. La réalité est tout autre. Et c'est pour cette raison-là que nous demandons une vraie décentralisation avec une collectivité à statut particulier. Nous ne voulons pas juste la sortie du Grand Est dans le cadre de la CEA, nous voulons avancer vers une réelle décentralisation. Vous pensez vraiment pouvoir comparer le cas de l'Alsace et celui de la Corse? Moi, j'en suis pas certaine. Je ne compare pas les Alsaciens et les Corses. Les Corses obtiennent par d'autres moyens. Mais on peut obtenir le même statut. Mais nous sommes quand même une région à identité forte. Comme mais la République reste une et indivisible. Mais on n'est pas autonomiste. En tout cas, moi, je ne suis pas autonomiste. L'Alsace reste... Mais ceci dit, il faut évidemment mettre en valeur les spécificités locales et notamment la généralisation du terre-payant. Nous la proposons. Moi, je pense qu'il faut la proximité. Il faut des élus de proximité. Quand on a des élus sur des territoires trop grands, il n'y a plus de proximité. La CEA permet cette proximité, permet aux élus d'être sur le terrain. La CEA n'est pas suffisante. Quelle est la position de la NUP des Insoumis sur ce sujet de l'Alsace, à part l'abrogation du Concordat que Jean-Luc Mélenchon plaide depuis bien longtemps? Quelles sont vos propositions là-dessus? On reste comme on est ou... Non, mais on reste pas comme on est, on améliore ce qui existe déjà. C'est pour ça que je vous ai dit que le tiers payant, le système de sécurité et de protection sociale est excellent en Alsace et de fait, nous proposons de le généraliser. Vous êtes toujours pour l'abrogation du Concordat? Oui, toujours. Pourquoi? Toujours, car nous pensons effectivement que les curés n'ont pas spécialement besoin d'être subventionnés, payés, que c'est déjà... Enfin, ce serait tout simplement... Il n'y a pas que les curés. Bien sûr, bien évidemment, ce serait un schéma de résumer à ça. Mais en tous les cas, nous pensons qu'à ce sujet-là, l'Alsace doit être au même niveau que les autres régions, tout simplement. Moi, je voudrais juste faire une réflexion par rapport à la sortie du Grand Est. Pendant longtemps, Unsolent a été considéré comme un parti minoritaire et qui se basait sur la sortie du Grand Est. Maintenant, je vois que ce sont des idées qui sont reprises par les partis traditionnels et j'en suis fort aise. Mais alors, nous avons une petite longueur d'avance parce que nous demandons pas seulement la sortie du Grand Est, et je le répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons une décentralisation réelle avec la création d'une collectivité à statut particulier. Ça commence quand même par une sortie du Grand Est. Françoise Buffet, une question simple. Oui. Vous êtes candidate de la majorité présidentielle. Est-ce qu'une sortie du Grand Est est possible, oui ou non? Elle est possible si les habitants le souhaitent. C'est une évidence. Mais ce n'est pas les habitants qui décident. C'est une excellente nouvelle. Ils ont comme relais... C'est une excellente nouvelle. Mais on demande à voir. Mais excusez-moi, j'aimerais bien répondre. Emmanuel l'a dit à Strasbourg, d'ailleurs, pendant sa campagne électorale. La réflexion est tout à fait possible. Aux dernières élections législatives, la CEA n'existait pas. Ça va être comme le grand débat. On réfléchit, on réfléchit. Est-ce que les réflexions ne mènent jamais à rien? On va laisser terminer Madame Buffet. Les réflexions ne mènent à rien, malheureusement. La CEA existe bel et bien. C'est vrai qu'elle est toute neuve. Voilà, on en est au début. Votée par les parlementaires le 1er janvier 2021. Attendez, Madame Buffet. Et aujourd'hui, on en est au début. Le mot Alsace est revenu. Ensuite... Vous voulez dire quoi? Ça suffit? Non, ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas parce qu'on le sent bien, il y a une attente.
je dois quand même y mettre une nuance. Il y a une attente fort différente des familles et de la population urbaine par rapport à la population rurale. L'attente est fort différente. Je le vois dans nos campagnes. Il y a une vraie volonté de continuer à parler l'alsacien, de le voir apparaître à travers des classes bilingues. Mais ça, c'est des du classes folklore. Non, je ne dis pas. Je voudrais juste ce qui nous terminer. intéresse, moi, je suis à la métropole. À la métropole également, on le demande. Moi, je suis dans... Est-ce que je peux continuer? Tout à fait. Dans les milieux urbains, la question se pose... entre la ville et la campagne, surtout pas. Mais sur cette question-là, elle est différente, madame. Elle est différente. Qui lie de façon très forte la ville et la campagne. Mais je vous parle de réalité, madame. Je vous parle de réalité. Je peux évoquer une réalité, c'est que nous, par exemple, si je peux compléter rapidement notre position à LFI et la NUPS, il vaut mieux que je parle de la NUPS, parce que de toute façon, je viens présenter aussi un programme commun, c'est que nous proposons effectivement de nous attaquer aux mauvaises lois de décentralisation qui ont été opérées, par exemple les lois NOTRe, entre autres, parce que justement, nous pensons... ça rejoint un peu ce que vous évoquiez, mais c'est pas seulement le cas de l'Alsace qui n'est plus du coup uniquement, ce qu'on appelle le Grand Est, les hyper-régions. Nous sommes contre. Nous pensons que ce n'est pas un bon procédé administratif. Nous voudrions plutôt agir là-dessus et ça aura vocation justement à toucher tout le territoire national de façon positive et bénéfique. Permettez-moi de terminer. Je voudrais quand même terminer. Cette CEA a été permise grâce à une concertation, en effet, lancée par Frédéric Biry, qui a ensuite abouti à cette loi et à la création de la CEA. On sera dans cette continuité-là. Quand je parle, en effet, il y a une différence dans l'attente entre les milieux urbains et les milieux ruraux, mais ça fera partie de la concertation et elle continuera. On va justement s'intéresser à votre circonscription. Donc, justement, voilà. Transition. Merci, s'il vous plaît. Il faut qu'on avance un petit peu. On va s'intéresser justement à cette 4e circonscription avec un état des lieux. Il y a 131 090 habitants. L'âge moyen est de près de 42 ans. Le taux de chômage est de 4,4%, c'est plus faible que le reste du Bas-Rhin. Le revenu médian mensuel est de 2 093 € et le taux de pauvreté de 8,6%. Alors, le sujet numéro 1 du moment, c'est donc le pouvoir d'achat avec une inflation galopante, encore 4,8% au mois d'avril par rapport à la même période l'an dernier, et ça va encore s'aggraver visiblement dans les mois qui viennent. Malgré tout, on l'a vu, le revenu par habitant est plutôt confortable dans votre circonscription. Est-ce que ça reste quand même un sujet de préoccupation ? Bien sûr, c'est le premier, le plus important sujet de préoccupation du gouvernement actuellement. Je voudrais quand même rappeler que nous avons aujourd'hui en France le taux d'inflation le plus faible de la zone euro grâce au soutien du gouvernement sur certaines mesures. Les petites primes, ils distribuent. Ça, c'est vrai que l'habitude de distribuer les primettes. Il faut qu'on puisse à chaque fois s'exprimer jusqu'à la fin. Il y a aujourd'hui, la preuve d'ailleurs, les Allemands viennent faire leurs courses ici et faire leur plein d'essence de leur voiture en France. Il y a aujourd'hui un projet de loi qui va être discuté. Ce sera probablement la première grande discussion des députés nouvellement élus. Ils le promettent avant même les législatives. Est-ce que c'est une façon de séduire les électeurs? Non, mais je crois qu'on est juste dans la continuité. Non, c'est une forte demande de nos avec concitoyens. Une augmentation de quasiment 2 millions de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté. Je voudrais terminer. Tout le monde aura la parole sur le pouvoir d'achat. On est dans la continuité avec des mesures fortes. Donc on va à la catastrophe parce que la continuité va nous amener à la catastrophe. Oui, on n'entend pas. Avec des mesures plus fortes annoncées, par exemple avec le chèque alimentaire, le blocage des prix, c'est déjà le cas sur les énergies, mais ça va s'accentuer. Le blocage des prix, ensuite, de certains prix, on va voir c'est nouveau. Le projet de loi. Non, mais il y a déjà de gel. Non, je parle de gel sur les énergies, c'est déjà le cas. Il y a déjà une aide à l'essence par la baisse de ce tarif. Il y a également en vue la revalorisation des retraites et aussi des salaires des... Les retraites agricoles aussi des retraites, l'indexation, avec une indexation sur... La parole circule. Oui. Il y a une particularité dans cette circonscription, on va y revenir après. Près de 8 habitants sur 10 prennent leur voiture pour se rendre à leur travail, donc ça nous ramène au prix de l'essence. Vous, Éric Amier, qu'est-ce que vous pourriez faire en tant que député baisser les taxes sur l'essence.
Baisser les taxes sur l'essence, en premier lieu, en période de crise, on baisse les taxes sur l'essence. Et à propos du pouvoir d'achat, et l'essence et les transports font partie de ce pouvoir d'achat. Moi, je constate aujourd'hui, en tant qu'élu local depuis 20 ans, que les tensions sociales dans les classes moyennes, chez ceux qui travaillent, chez les professions libérales, chez les classes moyennes, chez ceux qui ont des revenus même de l'ordre de ceux que vous dites 2000 €, les tensions sont palpables parce qu'avec cet argent, monsieur, on n'achète plus de maison. Avec cet argent, on s'endette sur 30 ans pour s'acheter un appartement. Alors moi, les mesurettes proposées par Madame Buffet et son parti sur son site Facebook qui nous dit gratuité du permis de conduire dans certaines conditions, suppression de la taxe télé à 108 € par mois et distribution de primes de façon sporadique, ça ne m'intéresse pas. Aucun pays moi, je dis qu'aujourd'hui, quand un employeur... Est-ce que je peux terminer, Madame Répi ? Quand un employeur verse un salaire net de 2000 €, ça coûte 3500 € à l'employeur d'un point de vue des charges. On est le pays le plus taxé d'Europe. On est le pays. On travaille chaque salarié travaille jusqu'à mi-juillet pour l'État. Alors, c'est ça la grande réforme qu'il faudrait faire pour redonner de l'espoir, redonner de la confiance, refaire voter les citoyens qui seraient heureux de voter. C'est-à-dire que sur les 1600 € que l'employeur paye à l'État, on divise par 2 et on le donne aux salariés qui travaillent et qui sait pourquoi ils se lèvent le matin pour travailler. On va être triplé. Mais écoutez, c'est l'employeur qui la paye, c'est pas M. Macron. Vous souhaitiez réagir sur le pouvoir d'achat. Est-ce que le projet... On n'a pas encore attendu... C'est-à-dire que nous, c'est pour ça que je voulais réagir très vite, car nous avons beaucoup de propositions sur le pouvoir d'achat et je suis heureuse de voir que vous voulez bloquer totalement les prix. Alors, j'y viens, tout à fait. Alors, déjà, vous avez rappelé au début, vous avez introduit le fait que, effectivement, le taux de pauvreté n'est pas énorme dans cette circonscription. Eh bien, bon, pour le coup, nous pouvons avoir un demi-accord, on va dire, c'est que ce n'est pas parce que le taux de pauvreté est faible qu'il n'y a pas beaucoup de ménages qui subissent effectivement des dépenses contraintes. Et donc ça concerne l'impôt, par exemple. Nous voulions effectivement, bon, c'est pas les mesures directes de pouvoir d'achat, mais je vais y venir. Mais concernant l'ensemble des ménages, la proposition que nous faisons de redécouper les tranches d'impôt et qu'il y en ait désormais 14, va de fait effectivement alléger grandement les classes moyennes. La classe moyenne, depuis de nombreuses années, s'est élargie. Nous avons une classe moyenne inférieure, supérieure. Il n'empêche quand même que la classe moyenne souffre aussi. Mais effectivement, nous nous intéresserons quand même toujours aux plus précaires, car ils sont souvent délaissés et la politique a aussi vocation à s'intéresser aux plus vulnérables. Donc nos propositions, c'est le blocage des prix du carburant à 1,40 € le litre et des produits et des denrées de première nécessité. Ensuite, effectivement, nous proposons... Alors, le blocage des prix, c'est par décret, déjà. Donc, c'est si vous apportez une majorité de socialistes, de communistes, d'insoumis et d'écologistes à l'Assemblée, ça pourra se faire d'emblée. Le SMIC à 1 500 € et la retraite indexée sur le SMIC. Même traitement pour les agriculteurs, parce qu'il est absolument inacceptable de voir la manière dont ils sont rémunérés actuellement, mais nous en parlons sûrement après. Ensuite, nous proposons également d'autres mesures qui impactent grandement le pouvoir d'achat, comme, j'en termine là, comme garantir les premières quantités d'énergie et d'eau nécessaires à la vie digne, mais aussi l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, qui n'est pas encore établie. Qui finance tout ça Qui finance tout ça ? Eh bien, je vous renvoie à une vidéo qui concerne le programme de chiffrage qui dure 3 heures. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de le détailler. On n'aura pas le temps, non. Mais si vous voulez, appuyé par des sachants, économistes, politologues, bref, vraiment, pour le coup, je vous renvoie à cette longue vidéo, mais il y a vraiment de quoi faire. Et en plus, si vous voulez, nous arrivons même nous ne sommes pas déficitaires dans le calcul de nos dépenses, bien au contraire. Et nous engageons une vraie politique de relance, là où Emmanuel Macron a dépensé 400 milliards en moins d'un an pour une crise mal gérée et vraiment pas pour une politique de relance. Bénédicte Matz, du Parti Unserland, on ne vous a pas encore entendu sur ce thème du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est une préoccupation de votre parti ? Bien sûr, c'est une préoccupation de notre parti. C'est aussi une préoccupation des habitants de notre circonscription. Et c'est vrai que je rejoins Éric Amiette sur le fait qu'il est inadmissible il faudrait geler en fait les taxes sur l'essence, par exemple. Mais est-ce que c'est pas une vision court-termiste, parce qu'on n'a pas l'impression que les prix de l'essence vont baisser, que ce soit dans les mois, voire même les années à venir ? Mais bien sûr, mais c'est une vision court-termiste, mais ça préoccupe les citoyens actuellement. L'argent qu'ils mettent dans leur plein, c'est de l'argent qu'ils ne peuvent pas mettre dans leur caddie pour faire les courses. C'est quand même une réalité. Maintenant, si on parle de pouvoir d'achat, je voudrais juste faire une toute petite digression. Là, c'est vrai que vous dites que c'est une vision court-termiste, mais dans ce cas-là, si on parle de pouvoir d'achat, il faudrait peut-être parler de formation. Parce que actuellement, trop d'élèves sont... C'est pas le sujet, mais trop d'élèves sont encore décrocheurs. Ça veut dire qu'ils arrivent sur le marché du travail avec une mauvaise formation. Qui dit une formation insuffisante, dit un pouvoir d'achat insuffisant. Donc,
je pense qu'on peut pas dissocier pouvoir d'achat et, par exemple, la formation. Martine Vonner, je vais reprendre votre terme tout à l'heure. Vous avez dit que vous étiez une députée cornérisée, ou qu'on vous a cornérisée. Qu'est-ce qu'une députée isolée, toute seule, peut faire pour le pouvoir d'achat ? Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure que nous présentons plus de 210 candidats aux législatives. Donc oui, j'ai été... on peut supposer qu'il n'y aura pas 200 députés de votre mouvement élus. J'ai été cette dernière année, en effet, une députée non inscrite. Mais pour autant, je n'ai eu de cesse que de défendre l'intérêt des citoyens français. J'aimerais qu'on revienne. Vous avez très justement dit que le salaire moyen de notre circonscription, c'était grosso modo 2 000 euros. Ce qui est bien au-dessus de la moyenne. 2 000 euros, c'est la classe moyenne. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire avec cette classe moyenne ? La tirer complètement par le bas. Nous sommes aujourd'hui 3 000 milliards de dettes publiques. Le quoi qu'il en coûte nous a amenés dans l'abîme. Il ne fallait pas le faire. Il ne fallait surtout pas le faire de cette façon-là. Et on a beau stigmatiser la crise Covid, on a beau parler de la guerre de l'Ukraine, bien sûr, certains prix flambent, mais ce n'est pas ça qui a amené l'économie française au fond du gouffre. Que faut-il faire ? Il y a en effet, j'entends Madame Buffet qui dit la litanie du gouvernement, les petites primes, le chèque ceci, la prime cela, les mesures Ségur. Mais plus personne. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est comme ça qu'un gouvernement doit gouverner ? Non, c'est alléger les mesures, les taxes pour les patrons, les TPE-PME, parce que sur les territoires, ce sont eux qui sont pourvoyeurs d'emploi. Madame Vonner, vous avez... Excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes et je vous laisse la parole, pardonnez-moi. Simplement, je vous rejoins sur la litanie du gouvernement, excusez-moi Madame Buffet, mais ma question est simple, auriez-vous quitté la majorité s'il n'y avait pas eu le Covid ? C'est la question que je me pose depuis longtemps. Alors je pense... Et honnêtement, j'en suis pas convaincue, permettez-moi de... J'ai quitté la majorité puisque j'ai été le caillou dans leurs chaussures dès 2018. Souvenons-nous, on parle des voitures. Bien sûr, dans la 4e circonscription, chacun a besoin de sa voiture. On va y venir. Il y a eu la crise des Gilets jaunes. On voulait juste faire réagir François. Les jaunes ne sont pas d'accord avec s'il vous plaît, hein. on va plus s'entendre. Chacun aura la parole. Madame Buffet, vous êtes de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Martine Vonner ? Madame Vonner, là aujourd'hui je me dis mais vous êtes contre tout, on peut vous appeler Madame contre tout. Il y a une opposition. Est-ce que vous avez vu mes propositions ? Mais regardez, vous ne me laissez même pas terminer. C'est compliqué quand même, vous ne me laissez même pas terminer. Oui, mais quand vous dites de telles aberrations... Oui, vous êtes très en avance. C'est ce qu'on peut conclure. La preuve, vous êtes très en avance, vous prenez la parole et vous vous opposez systématiquement. Nous sommes dans un débat. Donc oui, il faut débattre. Merci d'accepter le débat. Est-ce que vous êtes une fois de plus comme le gouvernement qui refusait le débat ? Nous sommes ici. Là, en l'occurrence, vous avez beaucoup de temps dans ce débat. Alors, François Buffet, la preuve en est, vous refusez le débat, vous avez un peu de mal à écouter. Vraiment, vous êtes contre tout. Vous êtes contre. Je ne comprends pas d'ailleurs au juste sur quoi repose toute cette opposition. Elle n'est pas réaliste. Vous savez, fais des propositions. Il y a 10 propositions dans le programme. Il y a un souhait. Pour les libertés. Je crois qu'il y a un souhait commun à tous les élus de faire bien et on sait en général où se situent les choses bien. Bien sûr qu'on aimerait plus de pouvoir d'achat, bien sûr qu'on aimerait que tout aille mieux. L'Ukraine, c'est arrivé comme cela. Le Covid, c'est une crise mondiale. Non, pardon, mais on l'a subi. Non, peut-être pas, mais en tout cas, nous la subissons. La géopolitique vous échappe. Je veux dire que nous sommes devant une crise, et qui suit d'ailleurs le Covid, qui font qu'on est dans des contextes extrêmement contraints. On voudrait tous faire mieux, mais comment on fait ? Comment on fait ? Qu'est-ce que vous auriez fait sur le Covid ? Qu'est-ce que vous feriez aussi aujourd'hui sur le pouvoir d'achat et l'Ukraine ? Vous parlez des questions de fond. Vous parlez des questions de fond, du chômage, de la pauvreté. Ce sont des questions en effet qui sont antérieures, sur lesquelles le gouvernement travaille depuis. Si vous voulez bien, on va passer au thème suivant, qui sont les mobilités et le transport. Donc je le disais avant, près de 8 habitants sur 10 prennent leur voiture dans cette circonscription. Et pour cause, parce qu'il n'y a pas de train. Il n'y a pas de voie ferrée, en fait. Il n'y a pas de tram. Il y a des bus. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de bouchons. Donc, d'ici 2023, le projet de TSPO, transport en site propre de l'Ouest strasbourgeois, sera terminé. Est-ce que ce sera suffisant, Éric Amiet ? Pour désengorger ? Oui. Non.
Non, ce ne sera pas suffisant. Qu'est-ce que vous proposez ? Mais c'est un progrès. C'est un progrès incroyable initié par Philippe Richert lorsqu'il était président de région et de département. C'est prévu pour 2023 seulement. C'est un ancien projet. Mais vous savez qu'en France, la construction de routes est longue, que les procédures sont longues, qu'il y a des oppositions surtout, qu'il faut négocier, discuter. Et moi, je remercie l'ensemble des administrations, l'État, la métropole, le département, la région, d'avoir négocié avec les élus, puisque je suis, en tant que maire de Vaucluse, touché par le TSPO qui passe. Moi, je pense que ce sera un progrès pour les habitants de l'Ouest, pas seulement de notre circonscription, puisque ça va jusqu'à Vasselonne et Marlenheim qui ne font pas partie de notre circonscription. Et je pense qu'il faut développer les transports en commun. Mais qu'il ne faut pas non plus punir les personnes qui continuent à utiliser leur véhicule personnel, comme le fait l'Eurométropole de Strasbourg. Là, vous parlez de la zone à faible émission. Oui, voilà. Et puis pas seulement ça. Mais en même temps, Strasbourg est une ville polluée. Alors qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la qualité de l'air si tout le monde Moi, je ne suis pas contre la ZFE sur le principe. Ce que je dis, c'est que la majorité, c'est la loi, et Madame Buffet la défend, et c'est son droit, et elle la défend dans l'extrême, comme les Verts d'ailleurs. Elle la défend vers la punition, puisque la loi permettait, par exemple, d'éviter les critères 2. La loi permettait également de l'adapter de façon géographique dans les villes qui ne sont pas polluées. Je parle les villes qui sont le plus à l'ouest de notre circonscription. Et que vont faire les ruraux qui ont un rendez-vous, par exemple chez vous ce soir, aujourd'hui, qui vont à l'hôpital. Comment ils vont se débrouiller, ces gens qui n'ont pas d'argent? Alors 2000, c'est le revenu médian. Il y a la moitié qui gagne moins, la moitié qui gagne plus. Comment ils vont faire? Ils vont se prendre des amendes, ils vont prendre des taxis, qui va leur payer le taxi? Et donc pour moi, l'écologie doit aller également avec la responsabilité et le social. Une écologie punitive ne peut pas fonctionner. Mais il faut développer les transports communs. Il n'y a pas de souci sur ce point. Vous incarnez donc cette écologie punitive? Non, certainement pas. Je suis vraiment dans le concret et dans le pragmatique. Vous avez quand même voté la ZFE punitive de l'Eurométropole, madame. Mais je n'y suis plus, monsieur votre parti, mais je ne suis pas dans un parti, je n'ai jamais... Vous n'êtes pas dans la 4e circonscription, vous êtes tout. Vous êtes un joli parachutage, une fois de plus de la... Mais madame Vonner, je suis habitante de Grisheim. Oui, mais une habitante, mais est-ce que vous étiez à la journée citoyenne? Non. Samedi, il y avait une magnifique journée citoyenne, personne. Revenons à la ZFE. La ZFE, ça va poser concrètement des soucis aux autorités de votre circonscription. La loi s'applique dans des grandes collectivités comme l'Eurométropole, en effet. Mais là, très franchement, on est aussi dans le changement de comportement. Mais les changements de comportement ne se décrètent pas, ils s'accompagnent. Et aujourd'hui, on est quand même dans une région où il y a des transports en commun, avec des développements, pas assez, non. Mais quand je parle de transports en commun, mais laissez-moi terminer, quand je parle de transports en commun, je prends souvent le bus, par exemple, de Grisheim pour aller en ville. Il n'y a dans ce bus que les femmes et les lycéens. Les hommes sont au volant de leur voiture. C'est vrai, essentiellement. Mais quelle caricature, mais quelle caricature. Je ne caricature pas, madame. Je dis ce que j'ai vécu, ce que je vis souvent. Prenez le bus avec moi un matin, vous le verrez. C'est vrai que les changements de comportement sont longs à venir. Ça commence par, en effet, la mise à disposition et il faut qu'il y ait une offre de transport public largement suffisante. Donc plus de bus, par exemple. Effet, je me réjouis de l'offre des transports. D'abord, je pense qu'elle doit être plus proche du territoire. Je me réjouis pour mais bien sûr. Mais il va y avoir. Il peut pas aller jusqu'à Truchtersa. Vous savez qu'il est arrivé à Truchtersa. Il y a d'ailleurs une salle. Et alors, il faut des voitures propres. On le rappelle, dans la circonscription, 8 habitants sur 10 prend sa voiture tous les matins. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, alors l'idée, c'est pas de punir les gens qui prennent la voiture. L'idée, c'est d'agir sur plusieurs plans. Déjà, nous proposons sur tout le territoire national de subventionner massivement le passage et de vraiment le faire, contrairement à ce qui a été promis auparavant, de subventionner le passage aux véhicules électriques. Et cette subvention serait même encore plus importante pour les quartiers précaires parce qu'après, on va aller taper sur... Mais dans les quartiers précaires de la 4e
4e circonscription, tout le monde Madame, j'ai commencé par les propositions nationales, il faudrait que vous écoutiez un peu plus les autres. Vous savez, 4e eh ben, j'aimerais bien en parler si vous ne coupez pas tout le monde en permanence, madame. Et là, c'était une intelligence que de développer le tramway vers Lincolnsheim. Madame, c'est pas votre meeting, votre meeting pendant 3 heures, vous faites du moi-je, il faudrait écouter un peu les gens aussi. Le tramway. Par contre, les personnes qui sont à 90% dans le Koronsberg et dans la Lakerland, il y a cette avance du tramway qui sort vers Wolfisheim, et je m'en félicite, il y a le TSPO, mais toute cette partie, tout à l'heure, vous évoquiez Trüchtersheim dans l'introduction. Il y a une cadence de bus qui est catastrophiquement faible. Exactement, pour les élèves. Écoutez, c'est simple, on va peut-être tomber d'accord si vous me laissez député pendant 5 ans. Je me suis battue et je me réjouis qu'aujourd'hui, puis-je poursuivre mon raisonnement, s'il vous plaît, de Strasbourg, car malheureusement, je n'ai pas des raisonnements courts pour qu'il n'y ait plus cette fracture. Et le transport est un éminemment important, s'il vous plaît. Et Malama, vous avez beaucoup de temps de parole, contrairement à ce que vous pensez. Vous êtes très en avance. Je me suis réjouie que la présidente de l'Eurométropole, qui est une élue de l'extérieur, on va dire, de la ville, puisse accompagner, en effet, cette résonance pour qu'il y ait des transports en commun. Il y a dans toute une partie de cette circonscription le transport à la demande, qui est aujourd'hui extrêmement coûteux et qu'on ne peut pas étendre dans toute cette partie du Koronsberg et de l'Arkerland. Qu'est-ce que vous proposez? 1 ou 2 mesures pour les transports? Il faut que le TSPO aboutisse. Il faut absolument qu'on ait le tramway. Il va aboutir, hein. Mais il va y avoir la tranche. Proposer des choses qui sont déjà en place. On a enterré le tramway jusqu'où? On a enterré la question de la VLIO. Je pense qu'il faut se reposer cette question-là. Pourquoi pas? Il y a la deuxième tranche du TSPO. Et puis, on parlait tout à l'heure du Hamster Tram, ce tramway du hamster qui, jusque dans les années 61, allait jusqu'à Trüchtersheim. Bien sûr, il faut imaginer un tramway à très long terme qui puisse aller dans cette zone de la 4e circonscription, cette zone très rurale. Chacun 1 ou 2 mesures. On n'a pas encore entendu Bénédicte Mathieu-Zunzerland. J'aimerais vraiment poursuivre et répondre, parce que ce que vous avez dit, que je ne parle que du national et pas de la 4e circonscription, c'est faux, Madame Vonner. Vous savez très bien qu'il y a des gares dans la 4e circonscription. Comme vous l'avez dit, il y a peu de trains. Donc effectivement, il faut faire en sorte qu'il y ait plus de fréquences sur tout le territoire national. Et l'Alsace est éminemment concernée. Il y a des lignes qui ont été supprimées et des gares qui ont été fermées. C'est à ce titre que nous créerons un ministère, pôle public des transports et de la mobilité. Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, pour cette circonscription, nous encourageons les transports en site propre. C'est une bonne avancée. Mais pour limiter les transports pendulaires, effectivement, il faut aussi... C'est le dossier sur lequel nous travaillons depuis 20 ans. Pour limiter les transports pendulaires, c'est une question... C'est une question de... ce que vous souhaitez. Oui, bah écoutez... Moi, je voudrais des raisonnements. Bénédicte Mathieu, on vous a pas encore. Il faut limiter les transports pendulaires, Madame la mais il faut également s'intéresser à la relocalisation des commerces dans ces villes-là pour justement que les gens aient aussi une vie dans leur village et que ce ne soit pas que appelé péjorativement des villages dortoirs. Non, l'Alsace fait contre ces villages dortoirs. Moi, je pose une question. Les gens, pourquoi est-ce qu'ils se déplacent? Ils se déplacent pour travailler. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi poser la question de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas répartir autrement l'activité sur la circonscription? Parce qu'en fait, je donne un exemple. Landersheim, le siège social d'Adidas a été délocalisé, j'utilise à dessein le mot délocalisé, à Strasbourg. On va mettre sur la route... Landersheim n'est pas dans la 4e circonscription du Bas-Rhin. Oui, d'accord, mais elle est en Alsace, Landersheim. Là, il faut je vais être imposer aux entreprises... Je ne sais pas si vous l'imposez, mais il faut poser la question. L'Eurométropole est forcément un attractif. Mais oui, mais c'est en termes d'emploi. Oui, mais alors... Vous pourrez rien y faire. Mais c'est la question que je pose quand même. Il faut recréer la proximité. Voilà. Et ce que propose Madame est parfaitement vrai, à condition que les services publics suivent. Or, c'est vrai que M. Macron, M. Hollande auparavant, c'est pas le seul, vous supprimez les services publics locaux, vous fermez les postes, vous fermez les sous-préfectures, vous fermez les tribunaux. Quand on supprime les services publics de proximité, eh ben forcément, l'activité... La droite aussi, c'est bien adonné aux suppressions de services publics et d'emplois publics. Alors, la réalité de la 4e circonscription, la réalité de la 4e circonscription, et je m'en réjouis, ça a été la création de maisons de services au public. Je rejoins Françoise Buffet. C'est peut-être une des rares choses que ce gouvernement a fait positivement pour les territoires. Il y a eu la création de maisons de services au public à Trüchtersheim. Il y a eu cette création... Et pendant ce temps, il y a des postes qui ferment ailleurs. Oui, mais je pense que là, la proximité pour les services publics... Ce qui s'est fait à Trüchtersheim doit se faire ailleurs. Ce qui ne va pas du tout, c'est la non-écoute de la demande citoyenne et une administration à outrance. C'est aussi ça qu'il va falloir revoir complètement. Allez, un dernier mot, Françoise Buffet, sur les transports. Vous avez 20 secondes.
Non, c'est vrai que pour moi, c'est surtout une question de comportement aussi. Il faut changer. Il faut en effet mettre à disposition toutes les possibilités de transport en commun, mais c'est vrai qu'il faut accompagner également les transformations à venir et les comportements, parce qu'il faut inciter et il faut changer d'habitude. Et on ne change pas facilement d'habitude. On ne va pas seulement au travail quand on prend sa voiture. On peut passer pour déposer le gamin. Merci François Buffet. On arrive au terme de ce débat. Merci de nous avoir suivis. Débat que vous pouvez retrouver aussi sur nos sites France 3 Grand Est et France Bleu Alsace. La semaine prochaine, place aux circonscriptions du Haut-Rhin. La première, celle de Colmar, et la troisième, celle d'Altkirch. Très bonne nuit sur France 3.